bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Brice Perrier. Bonjour monsieur. Bonjour. Brice Perrier, journaliste indépendant, spécialiste dans les sujets scientifiques, et vous tenez d'ailleurs une lettre d'information qui leur est dédiée, intitulée « Raison sensible ». Vous publiez cet ouvrage chez Max Milo, « L'obscurantisme au pouvoir quand la pensée dominante entrave la connaissance », à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Comme d'habitude, alors vous évoquez, Brice Perrier, des sujets nombreux comme l'homéopathie, la parapsychologie, le pouvoir de l'industrie pharmaceutique, mais vous commencez l'ouvrage directement par la crise Covid et vous citez Miroslav Radman, biologiste moléculaire de l'INSERM, à renommée internationale. Il dit ceci, Miroslav Radman, le Covid, c'était vraiment la fête de l'obscurantisme. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Déjà, il fait un trait d'humour un petit peu. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'humour. Et ensuite, comme il le dit juste après dans le livre, qu'on a oublié des choses en fait avec le Covid. On a oublié des choses un peu évidentes. Et l'obscurantisme dont je parle, c'est une sorte d'opposition à la diffusion d'un savoir, de connaissances, de données ou alors d'hypothèses, de recherches, et qui sont en fait plus ou moins entravées. Et pendant le Covid, c'est vrai qu'on a eu une sorte de discours unique sur la politique en gros du Covid et sur les confinements, la vaccination, les traitements. Et il dit qu'il y a eu une confusion entre la science et la recherche. Ça, c'est Catherine Bréchignac qui met ça en introduction. Et oui, on a beaucoup parlé il y a beaucoup de confusion parce qu'elle dit qu'il faut bien distinguer les deux. La recherche, c'est quand on cherche quelque chose, quand on entame une démarche scientifique. La science, c'est une connaissance qui est acquise, qui a été validée, consolidée. Vérifiée, et en fait, on a beaucoup dit pendant le Covid, ça c'est la science, alors qu'en fait, c'était une matière en devenir, parce que c'était un nouveau virus qu'on ne connaissait pas, donc on ne connaissait pas encore ses effets, la façon de la traiter, y compris pareil avec les confinements, les méthodes non pharmaceutiques qui ont été utilisées. Donc voilà, on disait ça c'est la science, notamment pour Catherine Bréchignac. Mais en doute notamment le fait qu'on n'a pas pu discuter à l'Académie des sciences. Elle est secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences. Elle dit qu'il n'y a eu aucun débat. Elle dit qu'il n'y a pas eu de débat et notamment elle était un peu choquée avec d'autres membres de l'Académie qu'au début de la pandémie, il y avait sur la base de modélisation, on a justifié le confinement, on a justifié des politiques de vaccination on faisait des plans sur l'immunité et tout ça. Et elle disait ces modélisations on les trouvait mauvaises, on était plusieurs à les trouver mauvaises, mais c'était pas. Ce sont des projections, ce sont des hypothèses. Ce sont des modélisations, des sortes de pronostics un petit peu, et donc qui étaient très discutables, mais qui n'étaient pas discutables en fait, parce que il fallait pas mettre le doute un peu dans la tête des gens. Donc il y avait cette idée qu'il fallait se taire. Est-ce que d'autres personnes appellent aussi un noble mensonge? Des gens qui pouvaient pas dire forcément la vérité, dire oui, on sait que ça va marcher et tout ça, alors qu'en fait on ne le savait pas vraiment, mais comme il fallait pas mettre le doute dans la tête des gens, il pouvait y avoir une sorte de noble mensonge, et c'est un peu ça qu'elle soulève. Sur la vaccination, la question s'est posée de savoir si le vaccin avec ARN pouvait modifier notre ADN. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches en cours qui tenteraient d'obtenir un résultat sur le sujet ? Non, justement, la question ne s'est pas posée parce que ça fait partie de ces choses où on a affirmé que c'était pas possible, que c'était impossible, que ça n'arrivait jamais. Et ça, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer Miroslav Radman, à parler avec lui de ce sujet, parce que c'est une des choses qui l'a choqué, c'est que ses collègues, ou enfin en tout cas au niveau médiatique, on voyait ça, affirment que c'était impossible que les vaccins, soit les vaccins ARN, soit les vaccins vecteurs adénovirus, puissent s'intégrer dans le génome. Et lui, qui est un grand spécialiste de renommée mondiale de l'ADN, il dit mais comment est-ce qu'on pouvait dire ça alors qu'on ne l'avait pas cherché ? Et donc il était. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais on n'en sait rien. On n'en savait rien en fait. Alors c'était assez peu probable, c'était pas quelque chose de très probable, mais c'était pas acquis du tout. Et donc lui, c'est comme ça que on avait une éditrice en commun avant, et elle m'avait montré un courrier qu'il faisait à d'autres scientifiques où il s'alertait un petit peu de ça, il s'inquiétait de savoir pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, il cherchait à monter une étude là-dessus, et en fait on lui disait non, va pas trop faire ça, c'est pas très raisonnable de faire ça, parce que justement ça pouvait instiller le doute, alors il valait mieux dire en fait non, il n'y a aucun risque. Et donc il était assez choqué par ça, et il se trouve qu'il a quand même pu finalement contribuer à lancer une étude qui ne se fait pas en France,
mais qui est encore en cours aujourd'hui. Et donc, depuis à peu près 1 an, ils cherchent ça. En fait, ils comparent des biopsies de personnes vaccinées faites avant la vaccination et après, et ils essaient de voir si... Et pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. D'accord. Donc, c'est pas encore terminé, mais voilà, c'était... À ma connaissance, c'est la première étude qui a été faite là-dessus. Et pour l'instant, il n'a pas trouvé de modification du génome. Alors plus largement concernant la vaccination, des doutes ont été aussi émis sur la persistance de l'aluminium qui est contenu dans beaucoup de vaccins. Je crois qu'il y a aujourd'hui un seul vaccin qui n'est pas touché par ces adjuvants. Non, il y en a plus. Je croyais qu'il n'y avait que ROR Vax qui était Rougeole, Orion, Rubéole. Il y a la majorité des vaccins qui ont de l'aluminium. Mais concernant la présence de cet aluminium, là encore, où en est la recherche? Y en a-t-il une? La recherche est aussi un peu empêchée, on va dire, ou en tout cas elle n'est pas menée. C'est ce que je raconte avec l'histoire notamment de Romain Gérardi, même principalement de Romain Gérardi, qui est un professeur de médecine français qui avait trouvé en fait chez ses patients qui étaient victimes d'un syndrome de fatigue chronique. Et il avait trouvé qu'en fait, ils avaient une persistance d'aluminium dans la zone de l'injection, de vaccination, où ils avaient été vaccinés. Notamment, c'était après la campagne de l'hépatite B qui avait amené 3 injections par un vaccin adjuvanté à l'aluminium. Et donc, il avait trouvé ça. Et au début, d'abord, il a trouvé qu'il y avait cette maladie qu'il a appelée la myofasciite à macrophages parce qu'il y avait des macrophages qui se mettaient dans des lésions musculaires. Lui, c'est quelqu'un qui fait des pathologies neuromusculaires à la base. Il n'est pas dans l'immunologie. Et donc, il avait trouvé ça, et ça a été à l'époque une grande découverte. Il a fait une publication dans le Lancet pour découvrir cette maladie, la myofasciite à macrophages. Il avait trouvé une nouvelle maladie. Et puis, en poussant ses recherches, il a trouvé de l'aluminium, justement, dans ses macrophages. Et donc, ça l'a amené à émettre l'hypothèse que, en fait, est-ce que ça serait pas l'aluminium... Non, c'est pas que ce soit toxique. Est-ce que c'est pas l'aluminium des vaccins qui se retrouve là? Et dès lors qu'il a émis cette hypothèse... on lui a plutôt mis des bâtons dans les roues qu'autre chose, et il a eu beaucoup de mal à continuer ses recherches. Il les a quand même continuées. Il a découvert qu'en fait, alors qu'on pensait que l'aluminium s'éliminait dans la zone d'injection, un peu comme d'ailleurs l'ARN messager avec les vaccins Covid, mais il y avait l'idée que ça s'éliminait très rapidement de la zone d'injection. Et que ça sans partir de la zone d'injection. Et en fait, il a vu que non seulement l'aluminium pouvait rester pendant parfois des années dans cette zone, mais qu'aussi il pouvait muter jusqu'au cerveau via les cellules immunitaires. Et donc, il a trouvé ça, et ça amène à des questions, en fait, à voir d'où vient est-ce que ce syndrome de fatigue chronique qu'il a trouvé chez les patients est vraiment lié à l'aluminium. Donc, ça amène à faire des recherches qui n'ont pas été vraiment possibles. Il a quand même réussi à faire financer certaines recherches après que l'association des malades de la myofasciite à macrophages ait fait une grève de la faim devant le ministère de la Santé parce qu'il avait fait une sorte de pression. Là, on lui a financé un peu des recherches et il a pu trouver en fait prouver la toxicité de cet aluminium sur des souris. Donc c'était aussi une découverte, et notamment quelque chose d'intéressant, c'est que c'était pas la dose qui faisait il fallait mieux avoir une petite dose, parce que quand vous en aviez des grosses doses, il a trouvé aussi une différence entre l'aluminium qui est dans les vaccins et celui qu'on va avoir dans les cosmétiques ou l'alimentation, où là ce sont des plus grosses particules. Et en fait, ce sont les petites particules qui peuvent s'agréger dans les cellules immunitaires, et donc il y a une différence qu'on refuse encore à peu près de faire, mais lui il l'a constaté et il a vu que ces particules pouvaient aller jusqu'au cerveau chez les souris et provoquer une toxicité. Donc, c'était quelque chose qui aurait dû amener à poursuivre la recherche chez l'humain avec une étude épidémiologique pour voir si... parce que c'est difficile à trouver aussi. Un syndrome de fatigue chronique, c'est un syndrome un peu complexe qui se rapproche d'ailleurs un peu du Covid long. Donc, on peut passer à côté, en fait, si on ne le cherche pas vraiment. Et la recherche sur les effets secondaires des vaccins, en fait, elle est très limitée, on va dire, dans le temps. Ouais. Les quelques jours, voire le mois qui suit, mais après, on ne va pas chercher ce qui peut arriver 6 mois, 1 an, 2 ans après. D'ailleurs, vous relevez que cette recherche d'une toxicité potentielle dans les vaccins n'est jamais demandée au laboratoire. Je vous dis, sur le long terme, il y a les effets de la sécurité des vaccins, la toxicité, elle est recherchée juste dans les jours, semaines qui suivent l'injection. Mais sur 10-20 ans. Non, mais même pas sur 10-20 ans, même sur 6 mois, 1 an, 2 ans. On laisse ça à la pharmacovigilance, sauf que la pharmacovigilance, si c'est pas proactif, elle peut rien trouver, notamment quelque chose comme le syndrome de fatigue chronique. Ça demanderait une grosse étude épidémiologique qui soit proactive. Et c'est ce qu'aurait dû être la suite normale de ces études. Et en fait, on ne le fait pas parce Donc on met sur le marché des produits qui sont potentiellement dangereux à long terme, mais au nom du profit, on est capable de dire
Je sais pas On si laisse c'est faire. au nom du profit, c'est au nom de côté aussi pratique, parce que ça serait compliqué. Ces adjuvants sont importants pour les vaccins. Vous en avez pas tous les vaccins, mais quand même la grande majorité des vaccins. Par exemple, les vaccins ARN n'ont plus d'adjuvants aluminium, mais il y avait quand même une grande majorité des vaccins qui avaient ça. Donc, si vous devez le changer, c'est difficile, ça demande des recherches, et donc on préfère le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute marche pour les vaccins, et on préfère ne pas. Là, il n'y a plus de principe de précaution. Ben, il est limité, on va dire. Ouais, voilà. Il est limité. Non, mais le sacro-saint principe de précaution, là, on n'en parle pas. Et ce qui incite, en fait, à fantasmer aussi des effets terribles, de l'aluminium, ce que ne fait pas du tout Romain Gérardi. Romain Gérardi, c'est quelqu'un qui vous préconise les vaccinations. Non, mais il y a du fantasme qui peut être vrai, ou il y a du fantasme qui peut être complètement de l'illumination, mais en fait, on n'en sait rien, parce qu'on ne cherche pas. Et le fait qu'on ne cherche pas, ça stimule en fait le fantasme, et de dire, bah voilà, l'aluminium, ça va vous donner le cancer, ou je ne sais quoi, ou ça va vous tuer, ce qui n'est pas du tout ce que dit Gérardi, qui d'ailleurs, lui, recommande même les vaccins avec aluminium pour ses petits-enfants et tout ça. Sauf qu'il dit, bah, c'est pas parce que globalement ces vaccins ils sont bénéfiques qu'en fait il ne faut pas chercher dans les détails, parce qu'il y a peut-être des gens, d'ailleurs il avait commencé à trouver des prédispositions génétiques de personnes qui justement avaient ces myofascites, et donc peut-être qu'il y a des gens qui ne devraient pas prendre ces vaccins à l'aluminium, mais ça, comme il n'y a pas de recherche, on n'en sait rien. Au cas par cas, on n'en sait rien. Est-ce qu'on en sait aujourd'hui plus, Brice Perrier, sur l'origine naturelle ou artificielle du Covid et sa propagation ? Ah bah là, je sais pas, vous avez peut-être vu depuis 2 jours, il y a beaucoup de journaux qui relaient une étude qui disent qu'on en sait beaucoup plus et que l'origine naturelle serait presque avérée. C'est amusant parce que ça peut être à mettre en parallèle avec quand il y a des nouvelles informations qui vont plutôt dans le sens du laboratoire. Celles-ci, on ne les entend pas tellement. Oui, l'OMS avait dit que c'était la piste la plus sérieuse, une fuite de laboratoire. Non, l'OMS n'a pas dit que c'était la piste la plus... Au contraire, le rapport de l'OMS avait dit que la piste naturelle était extrêmement probable et que la piste de laboratoire était extrêmement improbable. Mais suite à ce rapport, qui était en fait une espèce de mascarade, dont je parlais, ça c'était un peu le sujet de mon dernier livre, le patron de l'OMS, quand le rapport avait été rendu, il avait dit non, toutes les pistes restent sur la table. Mais il n'a pas dit qu'il y en avait une qui était que le laboratoire était plus probable. Mais aujourd'hui, en fait, on ne sait toujours pas. Alors, il y a une nouvelle étude là, qui vient de paraître, qui en fait amène pas grand-chose de nouveau, mais qui a vu que sur le marché de Wuhan, où on a vu les premiers qui étaient soit un cluster, soit l'origine, en fait, où on a vu pas mal de premiers cas, il y avait des animaux, alors on dit, il y a des animaux qui pourraient avoir transmis le Covid. Et aussi, on a vu le Covid. Mais on ne sait pas si les animaux avaient le Covid. Non, et donc, il y a une espèce de surinterprétation. Ça serait quand même une coïncidence extraordinaire de voir que dans cette ville de Wuhan, il y a un laboratoire qui est la plus grande réserve de coronavirus au monde, mais que ça ne viendrait pas de ce laboratoire, mais du marché qui est juste à côté, et il n'y aurait aucun lien de cause à effet entre ce laboratoire et le développement de cette maladie dans cette ville. Il peut y avoir des coïncidences. Déjà, donc ça, on peut pas s'arrêter à des coïncidences. Mais bon, le fait qu'il y ait une proximité, ça aurait dû inciter d'entrée de jeu à envisager cette hypothèse qui en fait a été disqualifiée comme complotiste de façon abusive en fait. Et c'était un bel exemple d'obscurantisme. D'ailleurs, c'est ce que Catherine Bréchignac dit au début. Elle disait, mais moi, dès que j'ai vu que c'était parti à Wuhan, parce qu'en plus, Catherine Bréchignac avait dirigé le CNRS au début des années 2000, quand il y a eu la décision d'un partenariat avec Wuhan pour faire un laboratoire P4. Donc, quand elle a vu qu'il y avait une épidémie qui démarrait de Wuhan, elle s'est dit, oh là là, est-ce que ça sortirait pas de notre P4 ? Il se trouve que le P4, s'il y a eu un problème, c'est certainement pas dans le P4 parce que c'est pas là qu'on faisait les expériences sur les coronavirus. Et du coup, il y a plus de risques d'avoir... Je crois que les ingénieurs français avaient proposé leur aide aux ingénieurs chinois pour la construction de ce laboratoire, mais que les Chinois avaient refusé l'aide des ingénieurs français. Il y a eu un partenariat qui après a été un peu... Les Français ont été un peu mis sur la touche. Mais en tout cas... Si le virus est dans un laboratoire, c'est certainement pas du P4. En tout cas, très probablement pas du P4 parce que c'est plutôt dans d'autres laboratoires de sécurité moindre. D'ailleurs, le risque est plus grand de P4, voire plutôt même P2, où il y a plus de risques d'accident et de fuite. Mais en tout cas, elle avait vu, Mme Bréchignac avait vu l'épidémie qui partait de Wuhan, elle se demandait est-ce que ça ne viendrait pas du laboratoire. Et elle dit à l'époque, à chaque fois que j'émettais cette hypothèse, on me disait non, il ne fallait pas dire ça parce que c'était complotiste. Alors que c'était une hypothèse tout à fait légitime. Et qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment. Ouais. Alors, il y a les 2 pistes restent ouvertes. Beaucoup de gens vont dire c'est ça.
Cette étude qui est parue il y a 2 jours, vous pouvez voir des articles qui disent ça y est, c'est confirmé, c'est naturel. Les gens qui ont fait cette étude le disent, ah oui, c'est à peu près sûr que c'est ça. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah c'est sûr que c'est le laboratoire, voire même que c'est une arme biologique. Des hypothèses, quoi. Voilà. Alors que là, c'est un peu farfelu, on va dire. Mais en fait, ça manque de données, ça manque de recherches qui ont été faites à la fois en Chine et à la fois aussi avec les partenaires de la Chine, qui étaient des laboratoires américains. Qui ont notamment donc d'une personne qui est celle qui a véhiculé, en fait, qui a amené cette idée que penser que ça venait d'un laboratoire, que c'était complotiste, en faisant une publication qu'il a écrite lui-même, mais qu'il a fait co-signer par plus de 25 scientifiques de renommée internationale, pour dire que c'était un virus pas naturel, c'était une théorie du complot. Et ça, la personne qui disait ça, c'était le collaborateur du laboratoire qui voulait faire des recherches typiquement celle qui aurait pu amener à un virus comme SARS-CoV-2. Plus généralement, comment vous expliquez, Brice Perrier, la difficulté de certains à remettre en cause la politique vaccinale, la politique même anti-Covid du gouvernement en France ? Ça, après, comment je l'explique, les gens qui... Il y en a qui la remettent en cause, et puis... je pense qu'il y a plutôt envie de passer à la suite, parce que voilà... Non, mais il y a eu de la censure, quoi. Il y a eu la censure, je sais pas, vous voyez, dans ma lettre cette semaine, j'interviewe, ma lettre Raison sensible, j'interviewe le médecin Gérald Kierzek, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un chroniqueur médical, mais qui est aussi médecin, et qui, justement, pendant la pandémie, était un des rares, voire quasi le seul dans les médias, à avoir une vision un peu mesurée, qui n'était pas... et il dit, oui, je lui demande un peu ce genre de questions. Non, mais la liberté juste de poser des questions, quoi. Il dit qu'en fait, les gens n'ont pas envie forcément tout le monde a fait un peu des erreurs, donc pourquoi c'est mieux de passer outre plutôt que de se faire un mea culpa et de s'autoflageller. Donc peut-être il y a ça. Vous évoquez aussi, Brice Perrier, l'aspect médiatique face au Covid. Ces médias, avant la crise, avaient plutôt un regard très critique sur l'industrie pharmaceutique qu'on appelle Big Pharma. Comment les médias aujourd'hui se comportent vis-à-vis de ce Big Pharma ? Ça, c'est aussi quelque chose que j'évoque à travers un exemple assez révélateur. Alors, je ne sais pas si c'est les médias, mais c'est un grand chercheur, un grand épidémiologiste qui s'appelle John Ioannidis qui soulève ça, en fait, que depuis les années 2000, je ne sais pas si c'est les médias, mais en tout cas, c'est des chercheurs comme lui et avait pointé le fait que il pouvait y avoir des essais qui étaient biaisés, que les données fournies par l'industrie pharmaceutique n'étaient pas forcément fiables et qu'elle demandait d'aller regarder à 2 fois, d'être un peu méfiante, de demander de vérification et que donc il y avait pas une suspicion, mais une légitime interrogation, de vérification. Vous savez aussi que Pfizer avait été condamné à plusieurs milliards de dollars d'amende. Les laboratoires qui ont été condamnés, qui ont pu cacher des effets secondaires, Donc il y avait une légitime un questionnement qui demandait d'être exigeant, on va dire. Et il remarque qu'avec l'arrivée du Covid, il y a eu comme si c'était passé à la trappe tout cet acquis qui avait eu un peu d'exigence, en fait. Avec l'idée que de tout ce qui venait de Big Pharma, des grandes industries pharmaceutiques, c'était des produits miraculeux qui allaient nous sauver, que ce soit les vaccins, le Paxlovid, et que du coup remettre en question, mettre en doute les données que fournissait Big Pharma, c'était devenu suspect ou complotiste. Et ça, je l'illustre dans le livre avec une vidéo qui est faite sur la chaîne parlementaire, une série de capsules qui est faite par Rudi Reichstadt de l'association Conspiracy Watch, et qui répond à donc des questions toujours un peu sur le complotisme, ce genre de choses. Et là, il a fait une petite vidéo où en fait, une jeune fille lui demande « Mais c'est quoi Big Pharma ?» Et donc, il dit « Big Pharma, c'est une théorie du complot. » Et donc, quelque chose qui était quand même... Big Pharma, c'était une communauté de langage qui veut dire en fait les grands laboratoires pharmaceutiques qui ont une espèce de position dominante sur la science. Mais cette communauté de langage était devenue assez commune. D'ailleurs, à l'automne, en septembre 2020, il y avait Arte qui diffusait un documentaire qui s'appelait Big Pharma, genre la toute puissance, quelque chose comme ça. Et pendant le Covid, Rudi Reichstadt, qui est une personne qui en fait a une compétence médicale limitée, si ce n'est nulle, on va plutôt écouter
sur Big Pharma pour dire la chaîne publique, pour dire qu'est-ce que Big Pharma, on va plutôt donner la parole à Rudi Reichstadt qu'à John Ioannidis. Et ça montre un peu que le niveau a baissé, quoi. On n'a plus le droit de dire aujourd'hui que Big Pharma, en fait, c'est un ensemble d'entreprises dont le but premier est de faire du profit. On a juste le droit de dire que ce sont de bienfaiteurs de l'humanité, quoi. Ouais, là, vous grossissez un peu le trait, mais en tout cas, on réduit ça. Dire Big Pharma, c'est une théorie du complot. Ouais. Donc c'est juste grotesque, en fait. Hein. Et vous citez aussi ce monsieur, Richard Smith, qui est ancien membre, je crois, du British Medical Journal, qui dit quand même que la plupart des études scientifiques sont fausses. Ça, c'était John Ioannidis, surtout, qui avait fait un papier qui montrait ça. Donc voilà, il y a des études qui peuvent être biaisées, qui peuvent être... à vérifier, d'où c'était ça qui demandait. Il y a un problème aussi de réplication, c'est la crise de réplication, c'est très connu en sciences et notamment dans la médecine, mais aussi dans d'autres domaines. Donc c'est pour ça qu'il demandait qu'il fallait répliquer les choses, être regardant, parce qu'il y a ce problème de réplication, les études sont fausses, c'est pas forcément volontaire, mais il peut y avoir aussi des biais qui sont plus structurels. L'homéopathie, vous en parlez aussi dans votre ouvrage, Brice Perrier. L'homéopathie, c'est une médecine liée à cette hypothèse d'une mémoire de l'eau qui a d'ailleurs été reprise ou travaillée par ce monsieur Jacques Benveniste. Ses travaux ont d'ailleurs été repris par Luc Montagnier, qui est prix Nobel. Sur l'homéopathie, comment vous expliquez que la plupart de nos concitoyens la voient comme quasiment de la charlatanerie ? Déjà, le lien avec la mémoire de l'eau, il est pas, faut pas réduire ça. Déjà, la homéopathie est beaucoup plus vieille que l'hypothèse de la mémoire de l'eau. L'homéopathie, ça date de 200 ans. La mémoire de l'eau, c'était la fin des années 80. Donc, elle n'a pas attendu la mémoire de l'eau pour exister, l'homéopathie. Hein. Ensuite, par contre, la mémoire de l'eau avait d'ailleurs été les travaux de Benveniste avaient été cofinancés par des laboratoires homéopathiques, et elle utilisait deux principes de l'homéopathie qui sont les extrêmes dilutions. Donc vous diluez des molécules jusqu'à un niveau tel qu'il y a plus de molécules. Ouais. Et aussi de la dynamisation, parce qu'à chaque dilution, il secoue en gros le tube, et voilà. Et il avait les expériences de mémoire de l'eau, utilisaient ces deux principes. Donc voilà, c'est ça qui peut faire un lien, mais il ne faut pas réduire les deux, parce qu'en fait, c'est deux sujets aussi différents. La mémoire de l'eau, c'est un sujet de recherche qui est intéressant indépendamment de l'homéopathie. Mais après, pourquoi est-ce que les gens disent... j'aborde ça dans un chapitre qui concerne un peu les zététiciens. Et là, vous avez des gens qui sont vraiment des adversaires acharnés à l'homéopathie, parce que pour eux, c'est aberrant. Déjà parce que ça serait des produits qui marcheraient sans molécules. Donc pour eux, ça paraît impensable. C'est pas expliqué rationnellement. Donc voilà, la mémoire de l'eau pourrait éventuellement être une explication, mais eux, ils le réfutent aussi. Parce que cette hypothèse de mémoire de l'eau est très controversée et a été... Mais parce que peut-être la science, aujourd'hui, n'est pas en capacité de prouver l'existence de cette mémoire de l'eau. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup cherché, justement. Benveniste a été quand même un peu obscurantisé assez vite. Et par qui, d'ailleurs ? Parce qu'il a trouvé ça, je le raconte un peu dans les livres, quand il a trouvé ces expériences, il a fait une publication dans Nature qui a été longue à obtenir. C'était 2 ans de recherche, de discussion avec Nature. On lui demandait justement de faire répliquer son expérience dans 2 laboratoires, ce qui a été fait, et ils ont accepté de publier le papier. Benveniste, qui était un grand immunologiste, c'était quelqu'un dont on parlait, pas pour ce sujet-là, mais pour une autre de ses découvertes, on parlait de lui, il était nobelisable, donc c'était quand même pas n'importe qui. Et quand il a publié ça, il y avait eu une contrepartie réclamée par Nature, c'était de venir faire une sorte d'examen de vérification dans les laboratoires de Benveniste. Et ça, c'était déjà pas vraiment normal. Et ça, c'est un exemple que m'a donné Miroslav Radman quand je lui demandais quel est l'exemple le plus obscurantiste pour toi les 30 dernières années. Il m'a dit, c'est la mémoire de l'eau, parce que la façon dont a agi Nature, en allant faire presque, pas une perquisition, mais c'était genre... comme un truc de police, comme si on allait dans le laboratoire. Refais-le maintenant, ça ne se fait jamais. Et en plus, avec des gens qui n'étaient pas des gens compétents du domaine, vous avez le rédacteur en chef de Nature, et vous aviez un illusionniste, un spécialiste de la fraude, donc des gens qui étaient là pour suspecter une fraude, en fait. Fraude qu'ils n'ont pas trouvée, mais voilà, il y a eu des expériences qui ont été positives pendant qu'ils étaient là, d'autres qui n'ont pas été positives, et on a écarté ça.
Et suite à ce donc Nature a dit en fait non, c'est du pipeau, ça ne marche pas. Et suite à ça, Benveniste a continué, mais il est allé un petit peu dans une sorte de, je sais pas si on peut dire une fuite en avant, mais en tout cas il a poursuivi un peu seul contre tous quoi. Et il a fait développer son truc, mais ça a jamais été bien suivi et c'est repoussé quand même pas mal pour des raisons conceptuelles. Ouais. Et Luc Montagnier a repris ses travaux dans les années 2000. Et ce qui est assez triste, c'est qu'en fait, là, j'interroge Cédric Villani, le mathématicien, médaille député, médaille Fields, et qui s'est beaucoup intéressé de très près à cette histoire et qui pense que c'est vraiment un gâchis scientifique parce qu'on devrait vraiment pousser. En fait, il dit pas que ça marche. Oui, il dit qu'il y a trop de points sur lesquels on ne sait pas. En fait. Voilà, et donc c'est un devoir de la communauté scientifique de pousser les recherches. Et il avait proposé d'ailleurs à Luc Montagnier d'aller essayer de répliquer les expériences qu'il faisait à l'école normale supérieure, donc ça aurait amené un cadre un peu institutionnel. Et il regrette beaucoup que Montagnier n'ait pas donné suite à cette proposition, et ça, c'est quand même très dommage. Et vous évoquez aussi des thérapies alternatives ou des sciences alternatives, l'art thérapie, la phytothérapie, la thérapie par le jardinage aussi, par exemple, l'hypnose, la sophrologie. Et vous dites aussi que là-dessus, il y a quand même un vide dans la recherche scientifique. Est-ce que là encore, c'est voulu ou qu'est-ce qu'il en est ? C'est aussi tout ce qui est thérapie un peu non conventionnelle en fait. Et, j'ai un long chapitre qui s'intéresse sur la médecine, ça s'appelle « Quelle médecine validée par quelle preuve ?» Parce que depuis les années 90, il y a une sorte d'acquis, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, l'EBM, qui est la médecine validée par les preuves. Et donc c'est ça qui règne, et donc qui est basé sur l'essai randomisé, où vous avez le rationnel. L'essai randomisé qui compare les gens qui vont faire un traitement à des gens qui prennent un groupe contrôle, qui vont soit prendre un placebo, soit un autre traitement, le traitement de référence. Par exemple, pour un médicament, vous avez le médicament actuel et puis la nouveauté, vous comparez les deux. Et voilà, si le groupe testé est supérieur au groupe contrôle, on dit il a fait les preuves de son efficacité ou de son intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui est donc devenu la norme et qui est en fait une bonne chose parce que c'est quand même une bonne méthode. Mais le pendant, c'est qu'en fait, c'est une méthode ce sont des essais qui coûtent extrêmement cher et qui, en pratique, amène à réduire quasiment les preuves, les médecines basées par les preuves, à celles qui ont les moyens de le faire. Et donc, en gros, ceux qui ont les moyens de le faire, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui vont le faire uniquement, en fait, pour leurs nouveaux médicaments. Et du coup, les nouvelles preuves de médecine, je grossis un peu le trait parce qu'il y a quand même quelques exceptions, mais grossièrement, c'est uniquement les nouveaux médicaments. Et c'est ce que dit notamment Bruno Falissard, qui est je ne sais plus si c'est directeur de recherche, mais qui est en fait professeur de médecine aussi et statisticien qui a mené les expériences collectives de l'INSERM justement sur des thérapies non conventionnelles. Et il disait, on ne me donnait rien en fait. Il avait 40 000 € par an pour faire ça, donc il pouvait faire que de l'étude de littérature, une littérature qui est faible parce que les études qui sont sur ces médecines non conventionnelles sont de qualité assez faible. Donc du coup, on ne peut pas vraiment être fixé et c'est assez structurel. Et il dit que c'est typiquement les études que l'État ne veut pas avoir, ne veut pas financer parce qu'il y a un côté un peu irrationnel dans lequel il ne veut pas mettre le doigt. Des choses comme les médecines chinoises, des choses comme ça. Peur de perdre de l'argent, ça serait à fond perdu, on ne sait pas pas forcément, où on va. Mais il y a même un côté un peu idéologique des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, je sais pas, la médecine chinoise qui va parler du yin, du yang ou de choses comme ça qui sont difficiles à appréhender, des mécanismes qu'on ne comprend pas, mais à la limite, on s'en fiche un peu de savoir si ce qu'il faut, c'est que ça marche. Est-ce que c'est efficace pour les patients ? Donc, Falissard serait plutôt incité à faire ces méthodes, même si on ne comprend pas. D'ailleurs, comme on ne comprend pas comme un certain nombre de médicaments marchent. On a dit pendant longtemps que les antidépresseurs, ça marchait par la sérotonine et tout ça. Et en fait, pendant 70 ans, on avait dit ça, ce qui était complètement faux. Et maintenant, on sait qu'en fait, la sérotonine, sur laquelle on a expliqué le mécanisme soi-disant des antidépresseurs, était pas valable. Donc, il y a des médicaments, on ne comprenait pas. Mais quand ce sont des médecines un petit peu... exotique, ou on va pas vouloir aller chercher et du coup au final on se cantonne à une médecine qui est la médecine de l'industrie pharmaceutique. Votre ouvrage, une très belle enquête journalistique, vous ne prenez pas parti dans cet ouvrage, vous restez simplement sur les faits. L'obscurantisme au pouvoir quand la pensée dominante entrave la connaissance, à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci.